Compagnie. Samuel Beckett. Une voix parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos, dans le noir. Le dos pour ne nommer que lui le lui dit. Et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux et encore quand il les referme, seul peut se vérifier une infime partie de ce qui se dit. Comme par exemple lorsqu'il entend « Tu es sur le dos dans le noir ». Là, il ne peut qu'admettre ce qui se dit. Mais de loin, la majeure partie de ce qui se dit ne peut se vérifier. Comme par exemple lorsqu'il entend « Tu vis le jour tel et tel jour ». Il arrive que les deux se combinent, comme par exemple « Tu vis le jour tel et tel jour et maintenant tu es sur le dos dans le noir ». Stratagème peut-être visant à faire rejaillir sur l'irréfutabilité de l'autre. Voilà donc la proposition. À quelqu'un sur le dos dans le noir, une voix égrène un passé. Question aussi par moments d'un présent et plus rarement d'un avenir, comme par exemple « Tu finiras tel que tu es ». Et dans un autre noir, ou dans le même un autre, imaginant le tout pour se tenir compagnie. Vite, motus. L'emploi de la deuxième personne est le fait de la voix. Celui de la troisième, celui de l'autre. Si lui pouvait parler à qui et de qui parle la voix, il y aurait une troisième. Mais il ne le peut pas. Il ne le fera pas, tu ne le peux pas, tu ne le feras pas. À part la voix et le faible bruit de son souffle, nul bruit, du moins qu'il puisse entendre. Le faible bruit de son souffle le lui dit. Quoique maintenant, moins que jamais porté sur les questions, il ne peut parfois que se poser celle de savoir si c'est bien à lui et de lui que parle la voix. Ne surprendrait-il pas une communication destinée à un autre ? S'il est seul sur le dos, dans le noir, pourquoi la voix ne lui dit-elle pas ? Pourquoi ne dit-elle jamais, par exemple, « Tu vis le jour tel et tel jour et maintenant tu es seul sur le dos dans le noir ». Pourquoi ? Peut-être à seule fin de faire naître dans son esprit ce vague sentiment d'incertitude et de gêne. Ton esprit de tout temps peu actif l'est maintenant moins que jamais. C'est là le genre d'insertion qu'il admet volontiers. Tu es né tel et tel jour, et ton esprit de tout temps peu actif l'est maintenant moins que jamais. Il faut cependant comme contribution à la compagnie une certaine activité d'esprit, si faible soit-elle. C'est pourquoi la voix ne dit pas « Tu es sur le dos dans le noir et ton esprit n'a aucune activité d'aucune sorte ». La voix à elle seule tient compagnie, mais insuffisamment. Son effet sur l'entendeur est un complément nécessaire. Ne serait-ce que sous la forme du vague sentiment d'incertitude et de gêne submentionné. Mais même mis à part la question de compagnie, il est évident qu'un tel effet s'impose. Car s'il devait seulement entendre la voix et qu'elle n'ait pas plus d'effet sur lui qu'une parole en bantou ou en herse, ne ferait-elle pas aussi bien de se taire ? À moins qu'elle ne vise en tant que bruit à l'état pur à mettre au supplice un affamé du silence.
ou évidemment, comme précédemment conjecturé, qu'elle ne soit destinée à un autre. Petit garçon, tu sors de la boucherie-charcuterie Connolly. En tenant la main de ta mère, vous prenez à droite et avancez en silence sur la grande route vers le sud. Au bout d'une centaine de pas, vous virez vers l'intérieur et entamez la longue montée menant à la maison. Vous progressez en silence dans l'air tiède et calme de l'été. Il est tard dans l'après-midi. Et au bout d'une centaine de pas, le soleil apparaît au-dessus de la crête. Levant les yeux au ciel d'azur et ensuite au visage de ta mère, tu romps le silence en lui demandant s'il n'est pas en réalité beaucoup plus éloigné qu'il n'en a l'air. Le ciel s'entend. Le ciel d'azur. Ne recevant pas de réponse, tu reformules mentalement ta question et, une centaine de pas plus loin, lève à nouveau les yeux à son visage et lui demande s'il n'a pas l'air beaucoup moins éloigné qu'il ne l'est en réalité. Pour une raison que tu n'as jamais pu t'expliquer, cette question dut l'exaspérer. Car elle envoya valser ta petite main et te fit une réponse blessante, inoubliable. Si ce n'est pas à lui que parle la voix, c'est forcément à un autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne. À un autre de cet autre, ou de lui, ou d'un autre encore, à un autre de cet autre, ou de lui, ou d'un autre encore, à quelqu'un sur le dos dans le noir en tout cas. De quelqu'un sur le dos dans le noir, que ce soit le même ou un autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne et raisonne faux. Car si ce n'était pas à lui que parle la voix, mais à un autre, c'est forcément de cet autre qu'elle parle et non point de lui ni d'un autre encore. Puisqu'elle parle à la deuxième personne, si ce n'est pas de celui à qui elle parle qu'elle parle, elle ne parlerait pas à la deuxième personne, mais à la troisième. Par exemple, il vit le jour, tel était le jour, et maintenant il est sur le dos dans le noir. Il est donc évident que si ce n'est pas à lui que parle la voix, mais à un autre, ce n'est pas de lui non plus, mais de cet autre et de nul autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne faux. Pour tenir compagnie, il doit faire preuve d'une certaine activité mentale. Mais il n'a pas besoin de briller. On pourrait même avancer que moins il brille, mieux ça vaut. Jusqu'à un certain point.